Je veux que vous imaginiez quelque chose avec moi. Un restaurant. Du bon genre. Nappe blanche, éclairage tamisé. Le genre d'endroit où le personnel remplit votre verre d'eau avant que vous ne remarquiez qu'il est presque vide. Le dîner de répétition de mon fils. 40 personnes. Verre en cristal captant la lumière des bougies. Sa fiancée dans une robe blanche qui a coûté plus cher que ma première voiture. Et dans ma main, une enveloppe. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait un chèque de banque certifié de 2 400 000 $. L'héritage de Brandon, chaque centime, donné en avance, donné librement, donné parce que j'aimais mon fils et que je croyais en son avenir. J'avais fait 2 heures de route pour être là. J'avais préparé l'enveloppe pendant 4 semaines. Je voulais la lui remettre en personne devant les personnes qui comptaient pour lui parce que je pensais que c'était le genre de moment qu'une famille devrait partager. Je me suis levé de ma chaise. J'ai prononcé son nom. J'ai souri, et Tiffany a ri. Pas un petit rire gêné et poli qu'elle essayait d'étouffer. Elle a ri comme les gens rient quand ils sont complètement à l'aise. Quand ils ont déjà décidé que vous n'êtes pas assez important pour qu'ils se donnent la peine de cacher ce qu'ils pensent de vous. Comme c'est mignon, dit-elle, assez fort pour que toute la table entende. Toutes les têtes se sont tournées. La bonne pense qu'elle fait partie de cette famille. La pièce devint silencieuse. Je me tenais là, tenant 2,4 millions de $ et j'ai senti l'air quitter mon corps. Que s'est-il passé ensuite? J'y ai repensé des centaines de fois. Certaines personnes, je pense, auraient pleuré. Certaines auraient riposté, jeté l'enveloppe, fait une scène. Une partie de moi, la partie qui avait passé 30 ans à négocier des contrats avec des personnes 2 fois plus grandes que moi, a senti quelque chose de plus aigu que la douleur se mettre en place derrière mes yeux. Une porte se refermant doucement, une serrure se tournant. J'ai posé l'enveloppe sur la table devant mon fils. J'ai regardé Brandon. Il m'a regardé. Il a ouvert la bouche et a dit d'une voix presque apologétique, presque, « Maman, elle plaisante. Tu sais comment elle est. » J'ai repris l'enveloppe. J'ai rajusté ma robe. « Bonne nuit à tous, dis-je, et je suis sorti. Le voiturier m'a apporté ma voiture en 4 minutes. Je suis rentré chez moi dans l'obscurité, 2 heures de retour dans le Connecticut, et je n'ai pas mis de musique. Je n'ai appelé personne. J'ai juste conduit et j'ai réfléchi. Parce que voici la chose à propos d'avoir 67 ans et d'avoir tout construit à partir de rien. Vous devenez très bon pour savoir quand quelque chose est juste impoli et quand quelque chose est un signal, quand quelqu'un est négligent et quand quelqu'un est à l'aise. Tiffany Hargrove n'était pas nerveuse cette nuit-là. Elle n'était pas gênée. Elle n'a pas regardé mon fils pour vérifier sa réaction avant de le dire. Elle l'a dit comme si elle avait déjà gagné. C'est ce qui m'a tenu éveillé jusqu'à 2 heures du matin, assise à ma table de cuisine avec un verre de Bordeaux que j'avais gardé pour une occasion spéciale. Non pas l'humiliation, mais la confiance. Le lendemain matin à 8h45, j'ai appelé mon avocat spécialisé en succession, Arthur Pennington, 19 ans, l'homme qui a géré chaque contrat, chaque acte de propriété, chaque morceau de papier portant mon nom depuis avant que Brandon ne termine le lycée. Son assistante, Gloria, a répondu au téléphone. Gloria est posée comme seules peuvent l'être les femmes qui ont travaillé dans des cabinets d'avocats pendant 30 ans. Imperturbable, professionnelle. Je ne l'ai jamais entendu dire quoi que ce soit qui ne soit pas parfaitement mesuré. Quand je lui ai dit qui appelait, elle est restée silencieuse pendant un moment qui a duré juste un battement de trop. Madame Callaway, dit-elle, et sa voix contenait quelque chose que je ne reconnaissais pas. Dieu merci. Monsieur Pennington a essayé de vous joindre depuis hier. Pouvez-vous venir tout de suite? Tout de suite. J'ai regardé l'enveloppe toujours posée sur mon comptoir de cuisine. Celle avec laquelle j'avais fait 2 heures de route. Celle que j'avais ramassée par terre dans ce restaurant avec le peu de dignité qu'il me restait. J'ai pris mon sac. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Mais j'avais déjà 3 pas d'avance sur ce qu'il pensait que j'étais. Je ne le savais pas encore. Laissez-moi vous ramener au début de cette histoire. Mon nom est Eleanor May Callaway. J'ai 67 ans, et j'ai construit tout ce que j'ai avec mes mains, mon esprit, et les 300 000 $ que mon mari Richard a laissé derrière lui quand son cœur a lâché un mardi matin de novembre il y a 11 ans. Richard était un homme bon, le genre de bonté presque gênant, trop confiant, trop généreux,
trop enclin à croire que les gens pensaient ce qu'il disait. Il aimait Brandon de tout son être. Il avait l'habitude de dire, « Et les lanards, ce garçon va devenir quelqu'un. » Et il avait raison. Brandon est devenu architecte, un bon. Créatif, discipliné, respecté par les gens avec qui il travaillait. J'étais fier de lui d'une manière qui me donnait l'impression que ma poitrine était trop pleine pour tout contenir. Après la mort de Richard, j'avais deux choix. Je pouvais pleurer et me replier, ou je pouvais pleurer et construire. J'ai choisi de construire. Callaway Property Group a commencé avec un bâtiment commercial à Bridgeport que j'ai acheté pour 340 000 $ et que j'ai passé 8 mois à rénover avec des entrepreneurs que j'ai interviewés moi-même. Des contrats que j'ai négociés moi-même et des décisions que j'ai prises seul à ma table de cuisine avec un bloc-notes et une cafetière. 22 ans plus tard, lorsque j'ai vendu la société, elle valait 8 millions de $. J'ai conservé cette propriété commerciale à Hartford, New Haven et Bridgeport qui génère environ 400 000 $ par an en revenus locatifs. Je conduis une Lexus de 6 ans. Je porte les mêmes 3 paires de bonnes chaussures en rotation. Je ne suis pas le genre de riche qui fait du bruit. Je suis le genre qui n'en a pas besoin. Je vous dis tout cela non pas pour vous impressionner, mais parce que cela compte. Cela compte beaucoup. Comme vous le verrez, Brandon et moi avions un rythme après la mort de son père. Dîner du dimanche 2 fois par mois, parfois toutes les semaines si sa charge de travail le permettait. Il arrivait avec une bouteille de vin, toujours quelque chose de réfléchi, jamais cher pour le plaisir. Et je cuisinais et nous nous asseyions dans la cuisine, pas dans la salle à manger, parce que la cuisine est l'endroit où les vraies conversations ont lieu. Nous parlions pendant des heures d'architecture, de tout ce que je lisais, du monde. Ces dîners me gardaient saine d'esprit. Je pense qu'à certains égards, il le maintenait aussi ancré. Il a rencontré Tiffany Hargrove il y a 2 ans lors d'une fête sur le toit d'un collègue en ville. Il m'a appelé le lendemain matin, ce qu'il ne fait presque jamais après une soirée, et sa voix avait une qualité que je n'avais pas entendue depuis qu'il était enfant ouvrant des cadeaux le matin de Noël. « Maman, je crois que j'ai rencontré quelqu'un. » Il a dit, j'étais heureuse pour lui. Je veux être clair à ce sujet. J'étais sincèrement, de tout mon cœur, heureuse, mais j'ai commencé à faire attention dès l'instant où je l'ai rencontré. La première fois, c'était le week-end de la fête des pères. Brandon voulait maintenir notre tradition de visiter la tombe de Richard ensemble, et il a emmené Tiffany avec lui. Elle est arrivée 40 minutes en retard, ce pourquoi elle s'est excusée une seule fois. Et puis, presque immédiatement, elle a commencé à marcher dans ma maison avec la concentration silencieuse et attentive de quelqu'un qui ne l'admirait pas, mais qui en estimait le prix. « Ces planchers sont d'origine, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, passant la pointe de sa chaussure le long du bord des planches en frêne blanc. « Frêne blanc, dis-je. » C'était tout. Juste ce petit son, le genre que les gens font quand ils rangent quelque chose. Elle a demandé combien il y avait de chambres. Elle a demandé si j'avais pensé à réduire la taille de la maison. Elle a demandé, et je m'en souviens clairement, si la propriété était entièrement à mon nom ou si Brandon y avait une part. Je lui ai dit que la maison était à mon nom depuis 1994 et que j'avais l'intention de la garder ainsi. Elle a souri et a dit, bien sûr, bien sûr. Je me suis dit que j'étais injuste. J'ai servi les côtelettes d'agneau que je faisais mariner depuis jeudi, et j'ai laissé tomber. Mais les dîners du dimanche ont commencé à disparaître après cette visite. Lentement, au début, 1 fois par mois au lieu de 2, puis toutes les 6 semaines. En novembre, décembre, janvier de l'année dernière, il n'y en avait plus. Juste de brefs appels téléphoniques et messages textes. Brandon était occupé. Il planifiait un mariage. Je comprenais. Je me le disais. Je n'arrêtais pas de me le dire. Puis vint la veille de Noël. Ils sont restés la nuit, la première fois depuis plus d'1 an. J'ai cuisiné pendant 2 jours. Tiffany était plus chaleureuse que d'habitude, aidant à débarrasser les plats, complimentant le centre de table, me posant des questions sur Richard qui semblaient sincères. Je me suis couché avec un espoir prudent. À 22h30 cette nuit-là, je suis descendu chercher un verre d'eau. La lumière de la cuisine était allumée. Tiffany se tenait au comptoir, et dans sa main se trouvait un document du dossier juridique que je gardais sur mon bureau de cuisine. Des contrats de location pour 2 de mes propriétés d'Hartford. Elle m'a entendu dans l'escalier. Au moment où j'ai atteint la cuisine, le dossier était de retour sur le bureau,
et elle remplissait calmement un verre au robinet, aussi calme que si elle était restée là pendant des heures. Je n'arrivais pas à dormir, dit-elle, et elle sourit. Moi non plus, dis-je. Nous sommes restés dans cette cuisine un instant, deux femmes à 22h30, et quelque chose sans nom encore s'est passé entre nous. J'ai gardé mon visage exactement aussi immobile que le sien. J'ai dit bonne nuit. Je suis retourné à l'étage et je suis resté allongé dans le noir, les yeux ouverts, jusqu'à 3h du matin. Le lendemain, sans en parler à personne, j'ai déplacé ce dossier dans mon bureau et j'ai verrouillé le tiroir. Et j'ai commencé très discrètement à faire attention d'une manière différente. Je veux vous demander quelque chose, et j'aimerais entendre votre réponse dans les commentaires. Avez-vous déjà eu un moment où vous avez regardé quelqu'un et que quelque chose en vous a juste su? Pas de la colère, pas de la preuve, juste cette certitude tranquille que quelque chose ne va pas. C'est là que j'en étais. C'était la nuit de Noël. 3 semaines plus tard, Brandon a appelé et a demandé, presque par hasard, si j'avais pensé à lui donner son héritage en avance. Il a dit que lui et Tiffany voulaient prendre un vrai nouveau départ. Il a dit qu'il avait une opportunité commerciale qui l'enthousiasmait. Il a dit, et je me souviens de la formulation exacte, je sais que c'est beaucoup demandé, maman, mais tu as toujours dit que l'argent serait le mien éventuellement. J'ai dit, j'y réfléchirai. Je n'ai pas dit que la façon dont il l'avait demandé ne lui ressemblait pas tout à fait. Je n'ai pas dit ça. J'ai remarqué que la question venait 3 semaines après que sa fiancée ait été dans ma cuisine avec mes contrats de location à la main. Je n'ai rien dit de tout ça. J'ai dit que j'y réfléchirais, et j'y ai réfléchi très attentivement pendant très longtemps. J'ai décidé d'apporter le chèque au dîner de répétition. Non pas parce que j'avais entièrement résolu mes doutes, mais parce que je voulais observer. Je voulais voir qui était Tiffany Hargrove quand elle pensait qu'elle avait déjà gagné. Elle m'a montré plus complètement que je n'aurais jamais pu l'attendre. Et ce que l'assistante d'Arthur Pennington m'a dit le matin après ce dîner d'une voix que je n'avais jamais entendue d'elle en 19 ans a fait ressembler tout ce que j'avais discrètement soupçonné à la petite pointe visible de quelque chose d'énorme en dessous. Le bureau d'Arthur Pennington est au 14e étage d'un immeuble en verre du centre-ville d'Hartford. Je suis entré dans ce bureau pendant 19 ans. Je sais quelle chaise grince. Je sais que Gloria garde un bol de bonbons à la menthe emballé sur son bureau qu'elle ne mange jamais elle-même. Et je sais qu'Arthur prend son café noir et le finit froid parce qu'il est toujours entraîné dans quelque chose avant de pouvoir le boire chaud. Je connais ce bureau comme on connaît la maison de quelqu'un en qui on a entièrement confiance. Y entrer ce matin-là était différent. Les bonbons à la menthe étaient là. La chaise grinçante était là. Mais Gloria composée et inébranlable, qui avait annoncé des procès, des privilèges et des complications successorales sans même changer sa respiration, s'est levée quand elle m'a vu entrer. Elle s'est réellement levée. Ils vous attendent, dit-elle. Allez-y. Arthur était déjà debout quand j'ai ouvert la porte de la salle de conférence. Sa veste était sur le dossier de la chaise, ce qui me disait qu'il était là depuis tôt. Sur la table en bois clair devant lui se trouvaient 4 piles de documents distinctes, chacune étiquetée, chacune organisée avec le genre de précision délibérée qui signifiait qu'il avait préparé ce qu'il allait me montrer pendant plus de quelques heures. « Asseyez-vous, Hélène Lanard, dit-il. Je m'assis. « J'ai besoin que vous me disiez, dit-il avec précaution, quand avez-vous examiné pour la dernière fois votre procuration limitée, celle que nous avons rédigée pour la clôture de Bridgeport? » Je lui ai dit mars il y a 2 ans. Il l'avait rédigée spécifiquement pour la vente de l'entrepôt sur Commerce Drive. Une propriété, une transaction, une date de clôture. J'étais en convalescence après une intervention cardiaque mineure et ne pouvais pas voyager. C'était propre, précis et entièrement routinier. Arthur a tendu la main sur la table et a placé un document devant moi. « Est-ce le document que vous avez signé ?» demanda-t-il. Je l'ai pris. J'ai lu la description de la propriété. Je l'ai relu. Puis je l'ai porté à la fenêtre où la lumière du matin était plus forte, et je l'ai lu une 3e fois, mot par mot. La façon dont vous lisez quelque chose quand vos yeux vous disent quelque chose que votre cerveau s'efforce très fort de rejeter. Là où il aurait dû nommer l'entrepôt de Bridgeport, un bâtiment spécifique à une adresse spécifique. La langue disait maintenant, tous les actifs immobiliers actuellement détenus au nom d'Hélène Lanard mais Callaway, y compris, mais sans illimité, les propriétés résidentielles, commerciales et d'investissement. Tous. Toutes les propriétés que je possédais. 7 bâtiments. $400 000 par an en revenus locatifs.
La base financière de tout ce que j'avais construit depuis la mort de Richard. J'ai reposé le document sur la table. Non, dis-je, ce n'est pas ce que j'ai signé. Arthur hocha lentement la tête. Il connaissait déjà la réponse. Il demandait parce qu'il en avait besoin pour le dossier, comme le font les avocats quand ils construisent quelque chose. Il m'a ensuite présenté les 3 autres documents. Le deuxième était une demande de transfert déposée 2 jours plus tôt auprès d'une compagnie de titres à New Haven, signée par Brandon utilisant la procuration modifiée comme autorité. La demande tentait de transférer ma propriété commerciale de New Haven, un bâtiment que je possédais depuis 14 ans, actuellement évalué à 1,1 million de dollars, dans une SARL nouvellement formée appelée Hargrove Callaway Holdings. Hargrove, j'ai prononcé le nom à voix basse, comme on dit quelque chose quand on a besoin de l'entendre dans la pièce pour le rendre réel. Enregistré au Delaware, dit Arthur, déposé il y a 6 semaines. 2 membres listés, Brandon Callaway, 51% et Derek Hargrove, 49%. Derek Hargrove, le frère aîné de Tiffany. J'avais rencontré Derek exactement une fois, brièvement à la fête de fiançailles de Brandon, 37 ans. Il travaillait comme parajuriste dans un petit cabinet immobilier à Stanford. Calme, observateur, le genre de personne qui observe plus qu'elle ne parle. Je l'avais remarqué en train de remarquer des choses dans la pièce, mais je l'avais attribué à une habitude professionnelle. Ce n'était pas le cas. Et le 4e document, demandai-je. Arthur le fit glisser sur la table sans un mot. C'était une demande de prêt. 2,4 millions de dollars déposés contre la propriété de New Haven, soumise la même semaine que Brandon m'avait appelé pour me demander de lui donner son héritage en avance. Le prêt devait être financé par la valeur nette de la propriété. La demande était jointe à un plan d'affaires de 42 pages, formaté professionnellement, avec des projections de marché intitulées Hargrove Callaway Holdings, boutique hôtel développement portfolio, Stanford Corridor. L'idée de Derek, les contacts de Derek, la construction de Derek. Je me suis assise avec les 4 documents disposés devant moi, et je me suis permis de comprendre ce que je regardais. Non pas pièce par pièce, non pas avec le détachement prudent que j'avais maintenu depuis que j'étais entré par cette porte. Tout d'un coup. Tiffany avait été positionnée avant d'être présentée à moi. Le calendrier n'était pas ambigu. Derek a déposé la SARL le même mois que Brandon a commencé à sortir avec elle. Le même mois où je l'ai rencontrée pour la première fois le week-end de la fête des pères, le même mois où elle a traversé ma maison en demandant combien tout coûtait. Le document de procuration avait été modifié par quelqu'un ayant des compétences de parajuriste et un accès au sceau de notaire et aux fournitures de papier du cabinet. Le chèque de 2,4 millions de dollars que Brandon m'avait demandé d'apporter à ce dîner de répétition n'était pas un geste. C'était une garantie destinée à être présentée avec la demande de prêt comme preuve d'actifs liquides. J'avais été la dernière pièce dont ils avaient besoin. J'ai regardé Arthur. Il me regardait comme il me regarde toujours quand il a livré quelque chose de difficile. Stable, sans hâte, me donnant tout l'espace dont j'ai besoin. La demande de transfert sur la propriété de New Haven, dis-je. Quel est son statut actuel? J'ai placé un gel temporaire il y a 2 jours quand la compagnie de titres l'a signalé comme inhabituel et m'a appelé directement, dit-il. J'ai ouvert mon sac et posé l'enveloppe du dîner de répétition sur la table. Arthur l'a regardé pour la première fois ce matin-là. La tension dans ses épaules a légèrement diminué. Vous l'avez toujours. Je suis parti avant de la présenter officiellement, dis-je. Elle n'a jamais quitté ma possession. Il expira. Je pensais à la cuisine de la veille de Noël. La main de Tiffany sur mes contrats de location. Le calme exercé de quelqu'un qui n'a jamais été pris en flagrant délit de quoi que ce soit dans sa vie. Je pensais à la voix de Brandon au téléphone demandant à propos de l'héritage, la façon dont elle avait semblé presque répétée, la formulation légèrement décalée, comme des lignes que quelqu'un lui avait donné à prononcer et qu'il avait mémorisées mais pas entièrement absorbées. La question que je me posais depuis cette nuit, savait-il, ne s'était pas encore résolue, et tant que ce ne serait pas le cas, je ne pouvais pas présumer de la réponse. En 30 ans d'affaires, la chose la plus dangereuse que j'ai jamais faite a été de prendre une décision basée sur une hypothèse que je n'avais pas testée. Je n'allais pas le faire maintenant. Je veux que quelque chose soit clair, dis-je à Arthur. Nous agissons avec prudence et nous agissons correctement. Je n'agirai pas sur l'émotion. J'agirai sur la preuve. Il prit son stylo. Alors construisons votre dossier.
Nous avons passé les 2 heures suivantes dans cette salle de conférence. Arthur a contacté son expert en documents légaux, un homme qu'il utilisait dans les affaires de fraude successorale depuis 15 ans. Qui a confirmé dans l'heure que la procuration modifiée avait été réimprimée sur du papier correspondant à une fourniture de fournisseur utilisée exclusivement par le cabinet de Derek à Stanford, et que le sceau de notaire avait été répliqué numériquement plutôt que physiquement estampillé. Ma signature originale était authentique. Le document l'entourant ne l'était pas. La contrefaçon était habile. Elle n'était pas parfaite. À midi, je me suis rendu directement à la banque. Sandra, la directrice de succursale qui gérait mes comptes depuis 8 ans, a traité l'arrêt de paiement sur le chèque certifié sans un mot au-delà de ce que la transaction exigeait. Quand elle m'a remis le bordereau de confirmation, elle a tenu ma main un instant de plus que nécessaire. Les femmes comprennent certaines choses sans qu'on leur dise. De la banque, je me suis rendu chez Claudette Maurice. Claudette est ma voisine et ma plus proche amie. 71 ans, juge à la retraite de la Cour supérieure du Connecticut. Directe comme seules peuvent l'être les personnes qui ont passé des décennies à séparer les faits de la performance. Je l'avais appelée depuis le parking du bâtiment d'Arthur, et elle avait simplement dit « Venez quand vous serez prête. Je serai là ». J'ai tout étalé sur sa table de cuisine. Les 4 documents, les premières conclusions d'Arthur, la confirmation d'annulation du chèque, l'enregistrement de la SARL avec le nom de Derek. J'ai parlé pendant 40 minutes sans m'arrêter, et Claudette a écouté sans m'interrompre une seule fois, ce qui est la plus grande forme de respect que je connaisse. Quand j'ai terminé, elle nous a versé plus de café à toutes les deux, a posé sa tasse et a dit « Quand avez-vous signé la procuration originale ?»« Mars, il y a 2 ans. » Elle a hoché la tête. Le même mois que Brandon a commencé à sortir avec elle. Le silence qui a suivi avait du poids. Vous comprenez ce que cela signifie, dit-elle. Ce n'était pas une question. Cela signifie qu'elle n'était pas un accident, dis-je. Cela signifie que c'était le plan avant même que je ne lui serre la main. Claudette me regarda fixement. Qu'est-ce que tu veux faire? Je pensais à cette table de dîner. La façon dont la voix de Tiffany avait porté non pas un murmure, non pas un lapsus, mais une diffusion délibérée. La femme de ménage pense vraiment qu'elle fait partie de cette famille, dit à une pièce pleine de gens avec 40 témoins et un verre de champagne à la main, dit par quelqu'un qui m'avait observé pendant 2 ans et avait complètement décidé que je ne posais aucune menace. C'est cette pièce qui a tout clarifié. Pas le faux, pas la SARL, pas les 2,4 millions de dollars qu'ils avaient essayé de me soutirer par l'intermédiaire de mon propre fils. Tout cela était grave. Tout cela était passible de poursuite. Et tout cela allait avoir des conséquences. Mais la table du dîner, c'était le moment où Tiffany Hargrove m'a montré qui elle était quand elle se sentait complètement en sécurité. Je veux avoir 3 pas d'avance avant qu'il ne réalise que j'ai fait un seul pas, dis-je. Claudette posa sa tasse de café et me regarda avec l'expression que j'imagine qu'elle utilisait pour les accusés qui se croyaient plus intelligents que la cour. Alors nous commençons ce soir, dit-elle. Je suis rentré chez moi en début de soirée, je me suis préparé à dîner et je me suis assise à mon bureau de cuisine, le même bureau où Tiffany s'était tenue avec mes papiers à la main 4 mois plus tôt, et j'ai ouvert le carnet en cuir que Richard m'avait donné l'année de notre mariage. Que j'ai rechargé 17 fois depuis. J'ai écrit en haut d'une nouvelle page d'une écriture nette et précise que ma mère m'avait apprise à l'école Saint-Margaret en 1968, ce que je sais, ce que je peux prouver, ce que j'ai l'intention de faire. J'ai rempli 3 pages avant minuit, et quelque part dans ces 3 pages, j'ai cessé d'être une femme humiliée au dîner de répétition de son fils et je suis devenu quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose que je reconnaissais des années que j'avais passées à construire une entreprise que les gens m'avaient répété que je ne serais pas capable de construire. La version de moi qui gagne. Mais ce que j'ai découvert quand Arthur m'a appelé le lendemain matin à propos de ce que Derek avait fait la veille au soir dans un geste de désespoir que personne n'avait anticipé a complètement changé le calendrier. Ils n'attendaient pas le mariage. Ils agissaient maintenant. Arthur m'a appelé à 7h15 le lendemain matin. J'étais déjà à mon bureau. J'avais dormi 4 heures, non pas par anxiété, mais parce que j'avais réellement manqué de choses à écrire dans le cahier, et mon corps s'était simplement éteint pendant quelques heures par nécessité biologique. Le café était fait. Le cahier en cuir était ouvert à la page 4. J'étais prête. Il a essayé de déposer à nouveau, dit Arthur sans préambule. J'ai posé ma tasse de café. Derek. La nuit dernière,
22h53, il a soumis une deuxième demande de transfert sur la propriété de New Haven par l'intermédiaire d'une autre compagnie de titres, une plus petite en dehors de Hartford, moins susceptible de signaler une soumission inhabituelle à cette heure. Il a utilisé le même document modifié. Arthur fit une pause. Et les Lanard, il savait que le premier gel avait été mis en place. Il ne ralentissait pas. Il se redirigeait. J'ai laissé cette information s'installer un instant. Quelqu'un qui répond à un obstacle non pas en s'arrêtant mais en trouvant une autre porte. Ce n'est pas une personne agissant sous l'impulsion. C'est une personne qui s'est préparée à la résistance. Derek Hargrove avait anticipé que quelque chose pourrait mal tourner et avait une solution de rechange prête, ce qui signifiait que le plan d'affaires de 42 pages sur cette table de conférence n'était pas l'image complète. C'était la version qu'il voulait qu'une banque voie. La deuxième demande a-t-elle été arrêtée, demandai-je. J'avais déjà déposé la requête d'injonction d'urgence auprès du tribunal hier après-midi à 9h, dit Arthur. La deuxième demande a été automatiquement bloquée en vertu du dépôt. Il ne savait pas que l'injonction était déjà en cours. Il l'a découvert ce matin. Son cabinet a été avisé à 6h45 du matin. J'ai imaginé Derek Hargrove à son bureau de parajuriste à Stanford, ouvrant une notification légale à 6h45 du matin et comprenant que la fenêtre qu'il avait passé 18 mois à construire venait d'être scellée. J'ai imaginé ce que ce moment a dû ressentir de son côté. Bien. Que savons-nous de l'étendue complète? J'ai demandé. Pas seulement la propriété de New Haven, tout. Arthur est resté silencieux un instant. Le silence spécifique de quelqu'un qui attendait que vous posiez une question et qui a la réponse toute prête. Le comptable légiste que j'ai fait venir hier a trouvé des preuves de planification contre 3 de vos 7 propriétés, dit-il. New Haven, le plus grand immeuble d'Hartford sur Asylum Avenue, et le complexe de bureaux de Bridgeport. Valeur marchande combinée actuelle, environ 4,1 millions de dollars. Capitaux propres combinés disponibles pour le refinancement, environ 3,7 millions de dollars. Leur plan d'affaires prévoyait de tirer 4,7 millions de dollars en produits de prêt, ce qui signifie qu'ils avaient déjà pris en compte les frais de clôture et les honoraires. 3 propriétés, 3 demandes de transfert distinctes, échelonnées pour éviter de déclencher des alertes simultanées. Derek avait prévu de les déplacer une par une, à plusieurs semaines d'intervalle, chacune par une compagnie de titres différente, chacune utilisant le même document modifié qui portait ma signature authentique. Combien de temps cela leur aurait-il pris? J'ai demandé si rien n'avait été signalé. 12 à 16 semaines, dit Arthur. Le mariage est dans 9 semaines. Le calendrier s'est mis en place avec une précision presque architecturale. Le chèque d'héritage demandé 3 semaines avant le dîner de répétition aurait été encaissé et déposé dans Hargrove Callaway Holdings avant que le premier transfert ne soit déposé. Les transferts auraient eu lieu pendant la période de fiançailles où un fils utilisant la procuration de sa mère pour réorganiser les actifs familiaux aurait suscité un examen minimal. Au moment où Brandon et Tiffany seraient rentrés de leur lune de miel, les prêts auraient été émis, la SARL capitalisée et les propriétés grevées de dettes qu'il aurait fallu des années et des frais juridiques importants pour démêler. Et je n'aurais eu aucune idée. C'est la partie qui a demandé un moment, pas l'avidité. J'ai rencontré l'avidité en affaires pendant 30 ans, et cela ne me surprend plus. Pas même la contrefaçon, aussi grave soit-elle. Ce qui a demandé un moment, c'était la patience. 18 mois de patience. Rencontrer mon fils à une fête, construire une relation, être présenté à moi, être assise à ma table de la fête des pères, être dans ma cuisine à Noël avec mes contrats de location à la main, tout cela délibéré, tout cela séquencé, tout cela menant à cela. Tiffany Hargrove était entrée dans la vie de mon fils avec un plan déjà dessiné. J'ai fermé le carnet. Je l'ai ouvert à une nouvelle page. J'ai écrit une ligne en haut. Ils ont planifié cela avant de nous rencontrer. Agissez en conséquence. Claudette est arrivée à 9h. Je l'avais appelée de la voiture la veille au soir, et elle n'avait posé que 2 questions. Arthur s'occupe-t-il de l'injonction ce soir? Et dormez-vous? Et quand j'ai répondu oui aux 2, elle a dit, bien. Je serai là à 9h. Nous nous sommes assises dans le salon, pas dans la cuisine. Le salon, c'est là où j'ai toujours eu les conversations qui nécessitent plus qu'un café et une posture décontractée. J'ai exposé tout ce qu'Arthur avait confirmé, les 3 propriétés ciblées, le calendrier échelonné, la deuxième tentative de transfert la nuit précédente, les résultats médico-légaux correspondant au papier du cabinet de Derek.
Claudette a écouté avec le calme de quelqu'un qui a entendu pire et l'a condamné. Quand j'ai terminé, elle a dit, la question à laquelle vous n'avez pas répondu à voix haute est celle qui compte le plus en ce moment. Qu'est-ce que Brandon savait et quand l'a-t-il su? Elle avait raison. C'était la question autour de laquelle je tournais depuis 2 jours sans y répondre. J'avais rejoué chaque conversation dont je pouvais me souvenir des 18 derniers mois. Les appels téléphoniques qui étaient devenus plus courts, les dîners du dimanche qui avaient disparu, la façon dont Brandon avait commencé à précéder certaines choses par Tiffany pense ou Tiffany dit, non pas de la manière agressive de quelqu'un qui impose une doctrine, mais de la manière incertaine de quelqu'un qui a progressivement confié la navigation de son propre esprit à une autre personne sans remarquer le transfert. La demande d'héritage était venue de lui, sa voix, sa formulation, sa demande directe. Mais le timing, 3 semaines après Noël, immédiatement après l'accès de Tiffany à mes documents de location, n'appartenait pas aux instincts de Brandon. Brandon n'avait jamais été stratégique en matière d'argent dans sa vie. C'était un homme qui oubliait de facturer ses clients pendant des semaines parce qu'il était trop concentré sur le travail de conception. Il n'était pas l'architecte de cela. Il était la porte. Je pense qu'il a été manipulé, dis-je. Je pense que Derek lui a donné une version des événements qui faisait passer la SARL pour une entreprise mutuelle à laquelle j'avais accepté de participer. Je pense que Tiffany s'est assurée qu'il ne me demande jamais directement avant que le moment ne soit venu. Et je pense qu'il a cru ce qu'on lui a dit parce qu'il n'avait aucune raison de ne pas le faire. Et parce que le remettre en question aurait signifié la remettre en question elle. Claudette hocha lentement la tête. Cela change votre stratégie juridique. Cela change aussi ma stratégie personnelle, dis-je. Si Brandon avait été au courant de la contrefaçon, s'il avait été un participant conscient à un complot visant à me frauder, alors la réponse était purement juridique et entièrement propre. Mais s'il avait été manipulé, s'il était une autre personne que Tiffany avait positionnée sans sa pleine compréhension, alors la confrontation nécessitait quelque chose de plus précis. Quelque chose qui pouvait séparer sa culpabilité de celle de Derek sans excuser ce que son nom avait été utilisé pour faire. Je devais savoir quelle version était vraie avant de m'asseoir dans cette salle de conférence. Arthur avait déjà anticipé cela. Quand je l'ai appelé cet après-midi-là, il m'a dit qu'il avait demandé les relevés de mails et de SMS de Brandon dans le cadre de la procédure judiciaire et que son assistante les examinait pour toute communication directe entre Brandon et Derek concernant la modification du document ou les détails du plan de transfert. S'il était au courant de la contrefaçon, dit Arthur, il y aura une trace. Des gens comme Derek n'opèrent pas sans documentation. Ils ont besoin de la piste écrite pour leur propre protection. Nous avions l'injonction. Nous avions le rapport légiste. Nous avions les tentatives de transfert échouées comme preuve d'intention. Nous avions l'enregistrement de la SARL et les demandes de prêt. Nous avions le plan d'affaires. Et maintenant, nous avions un examen autorisé par le tribunal des communications qui confirmerait la complicité de Brandon ou établirait sa manipulation. Ce dont j'avais besoin ensuite, c'était de m'assurer que rien ne pouvait être déplacé, détruit ou restructuré avant la réunion formelle. Arthur a déposé la pétition complète cet après-midi-là. Non seulement l'injonction sur les 3 propriétés ciblées, mais un gel complet de toute transaction impliquant mon nom, ma signature ou tout document portant mon autorité à l'échelle de l'État en attendant l'examen par le tribunal des allégations de fraude. Il a également contacté l'associé gérant du cabinet de Derek à Stanford. Cet appel a duré 11 minutes. Arthur m'a dit par la suite que l'associé gérant était devenu complètement silencieux quand Arthur a décrit la preuve du papier et la réplication du sceau de notaire. Le silence d'un homme calculant en temps réel l'exposition à la responsabilité de son cabinet. En fin de journée, Derek Hargrove avait été mis en congé administratif en attendant un examen interne. Son accès au système de l'entreprise avait été révoqué. Il l'a appris à 15 heures. À 15 heures, Tiffany m'a envoyé un message pour la première fois. Pas un appel, un SMS, soigneusement chaleureux, soigneusement calibré avec un emoji cœur à la fin. Salut, Hélène Lanard. Je voulais juste te contacter personnellement pour te dire, je suis tellement désolé si mon commentaire au dîner a été mal interprété. J'ai parfois le pire sens de l'humour, et Brandon m'a déjà dit que c'était inapproprié. J'espère que nous pourrons parler bientôt. Je veux vraiment que nous ayons une relation. Je l'ai lu 2 fois. J'ai noté le timing. 357 minutes après la révocation de l'accès au cabinet de Derek. Je l'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Arthur avec un message d'1 ligne.
Elle sait que quelque chose se passe. Il a répondu en 2 minutes. Gardez tout. Ne répondez pas. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le bureau et j'ai réfléchi à ce que ce texte disait réellement quand on retirait le langage chaleureux et l'émoji. Il disait « Je veux une trace de ma tentative de faire la paix ». Ce qu'il ne disait pas, ce qui était entièrement absent, c'était toute reconnaissance de ce que le commentaire avait réellement communiqué, pas des excuses pour le fond de l'insulte, des excuses pour la façon dont il avait été perçu. Comme si le problème était ma perception et non son intention. J'avais passé 30 ans à faire des affaires avec des gens qui parlaient exactement ce langage. C'était le langage de quelqu'un qui n'a jamais cru une seule fois dans sa vie qu'il avait tort. Cette nuit-là, je me suis assise au bureau que Richard m'avait construit en 1991 en chaîne de récupération, le bureau sur lequel j'avais travaillé quand j'avais signé mon premier bail commercial, quand j'avais vendu l'entreprise, quand j'avais rédigé l'éloge funèbre de mon mari. Et j'ai ouvert le carnet en cuir à une nouvelle page. J'ai écrit le nom de Brandon en haut, et puis j'ai commencé à lui écrire une lettre, pas un document légal, pas une stratégie, une lettre, 3 pages dans l'écriture cursive que j'ai apprise à Saint-Margaret. L'écriture que ma mère disait avoir l'air de signifier quelque chose. Elle commençait. Il y a 2 versions de toi avec lesquelles j'ai vécu cette semaine. J'ai besoin de savoir laquelle est mon fils. J'ai écrit pendant 2 heures. J'ai dit des choses que je portais depuis 18 mois. J'ai dit des choses que je ne savais pas que j'avais besoin de dire avant que la plume ne bouge. Quand j'ai terminé, j'ai plié les pages, les ai scellées dans une enveloppe, et j'ai écrit son nom sur le devant. Je l'ai placé au coin du bureau où ce serait la première chose que je verrais le matin. Arthur a programmé la réunion formelle pour vendredi, salle de conférence, son bureau, 14e étage. Il a envoyé un avis formel à Brandon, à Derek et à l'avocat de Derek. Quand j'ai dit à Claudette, elle m'a regardé et a dit « Es-tu prête ?» J'ai pensé au SMS de Tiffany. J'ai pensé à l'enveloppe sur le bureau. J'ai pensé à l'érable dans le jardin que Richard avait planté quand Brandon avait 3 semaines, se tenant nu et patient dans la lumière de la fin de l'hiver, attendant que la saison change. J'étais prête, dis-je, depuis le parking. Vendredi arriva comme les jours importants arrivent toujours, tranquillement, sans cérémonie, comme si le matin n'avait aucune idée de ce qu'il portait. Je me suis levé à 5h30. J'ai pris une douche, je me suis habillé avec soin. Le blazer bleu marine foncé, le chemisier en soie noire, le bracelet Cartier que Richard m'avait offert pour notre 20e anniversaire. Non pas parce que j'avais besoin d'une armure, mais parce que j'ai toujours cru que la façon dont on s'habille pour un moment sérieux est une forme de respect pour le moment et pour soi-même. J'ai fait du café. Je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé l'érable dans le jardin, des branches nues sur un ciel gris pâle. Et j'ai pensé à Richard plantant cet arbre avec un bébé de 3 semaines dans la maison et 30 ans de vie devant lui. Il n'a jamais eu ses 30 ans. Mais j'ai eu 11 des miens après qu'il soit parti, et j'avais construit quelque chose avec eux. Personne n'allait prendre ça. Je suis arrivé à l'immeuble d'Arthur à 8h40. Gloria était déjà à son bureau. Elle s'est levée quand elle m'a vu à nouveau, et cette fois j'ai reconnu ce que c'était. Non pas de l'alarme, de la solidarité. Ils ne sont pas encore là, dit-elle. Allez-y. Il a tout préparé. La salle de conférence était aménagée avec la précision de quelqu'un qui avait été avocat pendant 35 ans et comprenait que l'architecture physique d'une confrontation importait. 6 chaises autour de la table en bois clair. Des dossiers de documents à chaque siège, identiques, étiquetés, numérotés. Une carafe d'eau au centre. Les propres documents d'Arthur empilés à sa droite. La ligne d'horizon d'Hartford visible à travers les fenêtres du sol au plafond derrière lui. La lumière pâle du matin commençant à peine à trouver les tours de verre. J'ai pris la chaise au bout de la table. J'ai posé la lettre scellée devant le siège de Brandon. Claudette est arrivée à 8h50, venant directement de chez elle à 2 miles de là. Elle a pris la chaise à ma droite immédiate, non pas comme mon avocate au dossier, mais comme mon conseillère personnelle, une distinction qu'Arthur avait soigneusement établie dans la vie de réunion. Sa présence à cette table n'était pas décorative. Une juge supérieure à la retraite, présente et observatrice, change la qualité de l'air dans une pièce. Tout le monde dans cette pièce saurait exactement qui elle était. Brandon est arrivé à 8h55. Il portait le blazer gris que je lui avais donné pour son anniversaire il y a 3 ans. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés d'une manière qui me disait qu'il avait mal dormi,
et il y avait quelque chose autour de ses yeux, une tension, une qualité retenue que je reconnaissais de l'époque où il était adolescent et avait fait quelque chose qu'il savait être mal. Mais n'avait pas encore décidé comment y remédier. Il entra et s'arrêta en me voyant à la tête de la table. Il vit Claudette. Il vit les dossiers de documents à chaque siège. « Maman, commença-t-il. »« Asseyez-vous, Brandon, dis-je. » Pas durement, mais fermement. Il s'assit. Il regarda l'enveloppe scellée devant lui, mais ne la toucha pas. Derek est arrivé à 9h02 avec un avocat que je ne connaissais pas, un jeune homme en costume coûteux qui s'est présenté comme Scott Reeves d'un cabinet de Stanford et a immédiatement posé un porte-document en cuir sur la table et a annoncé que son client avait l'intention de coopérer pleinement à tout processus civil. Derek s'est assis en face de moi. Il ne m'a pas regardé. Il regarda le dossier de documents devant lui, puis son avocat, puis un point fixe quelque part entre les deux. La pièce était très silencieuse. Arthur a ouvert la réunion en demandant à tout le monde d'ouvrir leur dossier au document 1. Il a lu à voix haute la description de la propriété de ma procuration originale, chaque mot. Puis il a demandé à tout le monde de passer au document 2, la version modifiée, et il a lu à voix haute le langage amendé. La différence, prononcée d'une voix légale mesurée dans une salle de conférence silencieuse, était dévastatrice dans sa simplicité. Il n'y avait aucun moyen de l'entendre et de la qualifier d'ambiguë. L'avocat de Derek posa sa main sur le bras de Derek avant que Derek n'ait bougé un muscle. Brandon fixa le document 2 pendant un long moment. Il est passé au document 3, la demande de transfert de New Haven portant sa propre signature. Il l'a regardé comme on regarde quelque chose que l'on reconnaît mais que l'on ne peut plus s'expliquer. Je n'étais pas au courant de cela, dit-il. Sa voix était calme, presque prudente. Brandon, dit doucement son propre avocat. J'ai besoin de le dire. Il me regarda directement. Maman, je te jure, j'étais au courant de la SARL. Derek m'a dit que tu avais accepté d'être une investisseuse silencieuse. Il m'a montré quelque chose, un document. Il a dit que tu avais signé pour utiliser une propriété comme garantie pour un prêt de démarrage. Il a dit que vous en aviez discuté tous les deux. Arthur fit glisser le document 2 sur la table vers Brandon. Était-ce quelque chose comme ça? Brandon le regarda. Oui, quelque chose comme ça. Ce document est un faux, dit Arthur. Pas avec du drame, juste avec des faits. L'original, que ta mère a signé en mars il y a 2 ans pour une seule transaction sur une propriété de Bridgeport, ne contenait pas ce langage. Le langage amendé a été ajouté après les faits. L'analyse médico-légale a confirmé que le papier correspond exclusivement aux matériaux du cabinet de ton cousin. Le sceau du notaire a été répliqué numériquement. Le mot faux resta dans la pièce un instant. Brandon se tourna vers Derek. Derek regardait toujours la distance moyenne fixe. La main de son avocat était toujours sur son bras. Derek, la voix de Brandon avait changé. Je connais tous les registres de la voix de mon fils. Je l'écoute depuis avant qu'elle n'ait des mots. C'était la voix qu'il utilisait quand il avait 16 ans et qu'il avait finalement compris qu'un ami qu'il avait défendu pendant des mois lui avait véritablement, délibérément menti. Pas encore de colère. Le moment juste avant la colère où la compréhension arrive et une personne doit décider quoi en faire. As-tu montré à ma mère un document falsifié et m'as-tu dit qu'elle avait accepté cela? Derek ne dit rien. Son avocat dit, mon client. Je demande à mon cousin, dit Brandon. Le silence s'étira. Derek prit son verre d'eau, le reposa sans boire. Brandon recula légèrement de la table, non agressivement, juste le mouvement d'un homme qui a besoin de 15 cm d'espace pour se ressaisir et regarda le plafond un instant. J'ai observé mon fils. Je l'ai observé traiter en temps réel la reconstruction de 18 mois de sa propre vie. J'avais fait la même chose 3 nuits plus tôt à mon bureau de cuisine, et je savais ce que ça faisait de l'intérieur. C'était comme si chaque souvenir chaleureux que vous avez d'une personne se rallumait doucement par-dessous afin que vous puissiez voir ce qui brûlait réellement. Et Tiffany, demandai-je doucement. La mâchoire de Brandon se crispa. Il resta silencieux un long moment. Elle m'a dit que la SARL était l'idée de Derek. Elle a dit qu'elle n'était pas impliquée, que c'était un arrangement commercial entre toi et Derek, que tu avais accepté d'être un partenaire. Il s'arrêta. Elle a dit que vous aviez parlé toutes les deux. Tiffany et moi avons parlé exactement 3 fois depuis que tu l'as présenté, dis-je.
Une fois à la fête des pères, une fois à ton dîner de fiançailles, et une fois quand elle se tenait dans ma cuisine à 22h30 la veille de Noël avec mes contrats de location à la main. Je fis une pause. Je n'ai jamais rien accepté avec personne. Pas une seule fois. Brandon mit son visage dans ses mains. Je laissai le silence durer. Certains silences doivent être interrompus, et d'autres doivent être honorés. Celui-ci devait être honoré. Après un moment, j'ai cherché dans le dossier devant moi et j'ai placé un document supplémentaire au centre de la table. Il ne faisait pas partie des pièces numérotées d'Arthur. C'était une seule page imprimée ce matin la montrant la date d'enregistrement de la SARL à côté du premier dîner de Brandon avec Tiffany. La fête sur le toit il y a 2 ans, mars, à côté de la date à laquelle Derek a rejoint son cabinet de Stanford, ce qui lui avait donné accès au sceau de notaire et aux fournitures de papier. La SARL a été enregistrée le même mois que tu l'as rencontré, dis-je. Le même mois que tu l'as emmené à la fête des pères. Le même mois que je l'ai rencontré pour la première fois. Je laissais cela s'installer. Derek n'a pas recruté ta petite amie pour l'aider à commettre une fraude contre ta mère. Il a recruté sa sœur pour te rencontrer. La pièce était absolument immobile. Brandon leva le visage de ses mains. Il regarda le document. Il regarda Derek. Derek ne regardait toujours rien. Scott dit doucement et inutilement l'avocat de Derek. Il n'y avait rien à ajouter. Brandon, dit Arthur, faisant glisser un seul document propre sur la table. Ceci est l'accord de dissolution de la SARL. Il requiert votre signature en tant que membre à 51%. Si vous le signez aujourd'hui et si vous coopérez pleinement à l'examen par le tribunal des demandes de transfert et des dossiers de communication, votre exposition personnelle aux procédures civiles sera considérablement limitée. Brandon prit le stylo sans poser une seule question. Il le signa en 11 secondes, le data, le repoussa sur la table. Puis il posa le stylo et resta très immobile un instant, regardant sa propre signature. Le chèque, dit-il finalement. Celui que vous avez apporté au dîner? Annulé, dis-je. Le lendemain matin. Il hocha la tête. Quelque chose sur son visage, la tension retenue et prudente se relâcha légèrement. Non pas exactement du soulagement, plutôt l'épuisement spécifique d'une personne qui portait quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle portait, et qui vient juste d'être déposée. J'ai tendu la main sur la table et j'ai posé ma main sur la sienne pendant exactement 3 secondes. Puis je me suis tourné vers Derek. Il a finalement levé les yeux. Pendant mes années d'affaires, je me suis assise en face de personnes au moment précis où elles comprennent qu'elles ont perdu. Non seulement la négociation actuelle, mais tout le jeu auquel ils jouaient. Ce n'est jamais triomphal de mon côté. C'est toujours simplement vrai. Mon avocat prendra contact avec le bureau du procureur, dis-je, concernant la falsification de documents, l'utilisation abusive du sceau de notaire et la formation frauduleuse de SARL. Vous devriez commencer à vous préparer avec Scott en conséquence. L'avocat de Derek ouvrit son porte-documents en cuir et commença à écrire. Derek lui-même ne dit rien. Il n'avait pas dit un seul mot pendant toute la réunion. Je pensais au plan d'affaires de 42 pages, à toutes ces projections, à toute cette construction minutieuse, et je pensais à la patience qu'il faut pour construire quelque chose d'aussi élaboré. Et à la rapidité avec laquelle cela peut s'effondrer quand une pièce est entre les mains de la mauvaise personne. Je me suis levé. J'ai boutonné ma veste. J'ai pris mon sac. L'enveloppe scellée devant vous, dis-je à Brandon, est une lettre que je vous ai écrite mardi soir. Vous pouvez la lire où vous voulez. Il l'a prise. Il l'a tenue des 2 mains un instant. La façon dont les gens tiennent les choses pour lesquelles ils ne sont pas sûrs d'être prêts. Je vous aime, dis-je. Cela n'a jamais été remis en question. Pas un seul jour. Arthur a tenu la porte. Je suis passé. Dans le couloir, Claudette attendait. Elle avait assisté à toute la réunion à travers la cloison vitrée. La juge à la retraite qui n'avait jamais eu besoin d'être dans la pièce pour comprendre chaque pièce. Elle me regarda. Bien joué, dit-elle simplement. Il n'était pas au courant de la contrefaçon, dis-je. Non, dit-elle. J'ai observé son visage à partir du moment où Arthur a lu le langage. C'était un homme qui entendait quelque chose pour la première fois. Nous nous sommes dirigés vers l'ascenseur. Derrière nous, à travers la vitre, je pouvais voir Brandon toujours à table, la lettre scellée ouverte dans ses mains, lisant. Sa tête était penchée sur les pages.
Je n'ai pas regardé longtemps en arrière, mais j'ai regardé. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Nous sommes entrés. Claudette a appuyé sur le bouton du hall et s'est tenue à côté de moi. Et nous sommes descendus 14 étages dans un silence qui était pour la première fois en une semaine réellement confortable. Au moment où nous avons atteint la rue, la matinée d'Hartford était pleinement arrivée. Froide, claire, cette qualité particulière de début de printemps où la lumière est vive et l'air porte encore le souvenir de l'hiver, mais quelque chose en dessous a déjà décidé de changer. J'ai mis mes lunettes de soleil. J'avais un dernier appel à faire avant la fin de la journée à mon conseiller financier concernant 2 propriétés que j'observais depuis 3 ans et que j'avais finalement décidé d'acheter. Mais ça pouvait attendre l'après-midi. Pour l'instant, je voulais juste marcher jusqu'à ma voiture sous la lumière du matin et respirer. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà eu à aimer quelqu'un et à le tenir responsable en même temps? Parce que c'est l'une des choses les plus difficiles qu'une personne puisse faire. Dites-moi dans les commentaires. Je lirai chacun d'eux. Le bureau du procureur a déposé des accusations formelles contre Derek Hargrove un mercredi matin, 6 jours après la réunion de la salle de conférence. Arthur m'a appelé alors que j'étais en train d'examiner un renouvellement de bail pour la propriété d'Asylum Avenue, celle que Derek avait ciblée dans la deuxième vague de son plan, celle qui était maintenant fermement et définitivement la mienne. J'ai posé le bail sur le bureau et j'ai écouté Arthur lire les accusations. 2 chefs d'accusation de fraude documentaire, un chef d'accusation d'utilisation abusive du sceau de notaire, un chef d'accusation de formation frauduleuse d'entités commerciales en vertu du Code uniforme des organisations commerciales du Connecticut. Un 5e chef d'accusation, fraude télégraphique, liée à la tentative de transfert de nuit par l'intermédiaire de la compagnie de titres secondaires, avait été référé aux procureurs fédéraux et était en attente d'examen. Scott Reeves m'a appelé ce matin, ajouta Arthur. Derek envisage un plaidoyer. Combien de temps, demandai-je. S'il plaide coupable à l'ensemble des 4 accusations de l'État et coopère à l'enquête fédérale, 18 à 24 mois, éventuellement moins avec bonne conduite. S'il conteste, ce que Scott a fortement déconseillé compte tenu des preuves médico-légales, il risque considérablement plus. J'ai remercié Arthur, raccroché et suis revenu au renouvellement de bail. Je veux être honnête avec vous sur quelque chose. Les gens me demandent, quand ils entendent cette histoire, si je me suis senti satisfaite quand les accusations ont été déposées, s'il y a eu un moment de triomphe, de vindication. Une saveur particulière de justice qui arrive quand la personne qui vous a fait du tort est enfin confrontée à une conséquence. La réponse honnête n'est pas exactement. Ce que j'ai ressenti était plutôt le soulagement spécifique de fermer une porte qui avait été laissée ouverte en hiver. Pas de chaleur, pas de célébration, juste le retour d'une température qui aurait dû être là depuis le début. La satisfaction, la vraie, la durable, est venue d'ailleurs, et elle est venue par morceaux au fil des semaines qui ont suivi, d'une manière que je n'avais pas anticipée. La première partie est venue de Brandon. Il m'a appelé 4 jours après la réunion. Pas un SMS, pas un email, un appel téléphonique à 19h, l'heure à laquelle il appelait le dimanche quand son père était encore en vie. Et les appels du dimanche étaient le rythme de notre famille. J'ai décroché à la 2e sonnerie. Il a parlé longtemps. Il m'a dit qu'il avait lu la lettre 3 fois. Il m'a dit qu'il avait mis fin aux fiançailles 2 jours après la réunion de la salle de conférence et que la conversation avait été exactement ce à quoi je m'attendais. Tiffany avait tout nié, avait basculé dans les larmes, lui avait dit que j'essayais de détruire la relation par jalousie et contrôle. Il avait écouté. Il avait regardé le rapport médico-légal pendant qu'elle parlait encore. Et puis il avait dit doucement et finalement qu'il avait besoin qu'elle parte. Elle a laissé sa clé sur le comptoir, m'a-t-il dit. De la même façon que tu as laissé le chèque sur la table du dîner. Il ne l'a pas dit avec une satisfaction particulière. Il l'a dit comme on dit quelque chose quand on a enfin compris un schéma et que la compréhension ne fait pas du bien. Elle semble juste vraie. Je n'arrête pas de penser à la veille de Noël, dit-il. Tu es descendu et elle se tenait là et j'étais endormi à l'étage et je n'avais aucune idée. Elle était dans ta cuisine avec tes papiers à la main et j'étais à 10 mètres et je n'avais aucune idée. Je sais, dis-je. Je suis désolé, maman. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, juste légèrement, comme elle le faisait quand il était petit et qu'il avait fait quelque chose qu'il regrettait sincèrement. Non pas pour éviter une conséquence, mais parce que le regret était simplement présent en lui et avait besoin d'un exutoire. Je suis tellement désolé.
Je le sais aussi, dis-je. Nous sommes restés silencieux un instant. La lettre, dit-il, la partie sur les deux versions de moi. Je veux être la bonne. Je sais qui tu es, dis-je. J'ai vu ton visage dans cette salle de conférence. Je te connais depuis avant que tu n'aies un visage. Je savais. Il est venu dîner le dimanche 4 jours plus tard. Il a apporté une bouteille de vin. J'ai cuisiné. Nous nous sommes assis dans la cuisine. Pas la salle à manger, la cuisine. Et nous avons parlé pendant 3h40. Je connais l'heure exacte parce que j'ai regardé l'horloge quand il s'est finalement levé pour partir et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir clairement. Ma maison était redevenue la mienne. La deuxième partie est venue du cabinet de Stanford. Arthur a reçu une lettre d'excuse formelle de l'associé gérant. 3 pages soigneusement rédigées, clairement examinées par leur propre conseiller juridique, exprimant les profonds regrets du cabinet pour le rôle que leurs documents avaient joué dans la fraude, confirmant le licenciement immédiat et permanent de Derek. Et offrant une coopération totale aux enquêtes étatiques et fédérales. Ils ont également discrètement et sans qu'on leur demande soumis un audit interne de tous les documents que Derek avait traités au cours de ses 18 mois au cabinet, ce qui a révélé 2 cas supplémentaires d'utilisation abusive du sceau de notaire sur des affaires sans rapport. Ces conclusions ont été transmises au comité de surveillance du barreau du Connecticut. Derek Hargrove a perdu sa certification de parajuriste un jeudi après-midi. Je l'ai appris par le bref message texte d'Arthur. Licence révoquée. Effet immédiat. J'étais à l'épicerie quand le message est arrivé. Je me suis acheté une bonne bouteille de vin pour le dîner ce soir-là. Pas le Bordeaux que j'avais gardé. J'ai ouvert celui-là le soir du premier dîner dominical de Brandon. C'était quelque chose de différent, quelque chose que j'ai pris sur l'étagère sans aucune cérémonie, juste la satisfaction tranquille d'une femme qui avait gagné un verre de quelque chose de bon. La troisième pièce, celle à laquelle je ne m'attendais pas et celle qui est restée le plus longtemps avec moi, est arrivée un mardi matin, 10 jours après la réunion, alors que j'étais au bureau d'Arthur pour examiner les documents successoraux révisés. Nous avions reconstruit toute la structure. Les propriétés étaient désormais détenues dans une fiducie dûment constituée avec un fiduciaire institutionnel indépendant, une banque d'Hartford avec laquelle je travaillais depuis 20 ans, et une série de conditions qu'Arthur, avec un euphémisme considérable, a décrites comme significativement résistantes aux pressions extérieures. Tout transfert ou toute charge d'actifs de la fiducie nécessitait une double autorisation, celle du fiduciaire et d'un avocat indépendant spécialisé en succession, aucun des deux ne pouvant être lié à un bénéficiaire par le sang ou le mariage. C'était la structure que j'aurais dû avoir des années plus tôt, la structure dont je n'avais pas eu besoin jusqu'à ce que j'en ai besoin. Arthur fit glisser la dernière page de signature sur la table et décapsula son stylo. Avant de signer, dit-il de sa manière délibérée lorsqu'il a quelque chose à dire qui sort du cadre strictement juridique. Je veux dire quelque chose. J'attendis. Je suis votre avocat depuis 19 ans, dit-il. Je vous ai vu construire cette entreprise. Je vous ai vu la diriger seul après la mort de Richard. J'ai vu la façon dont vous opérez lorsque les enjeux sont réels. Il marqua une pause. Le matin où vous êtes arrivé avec cette enveloppe, le chèque que vous n'avez jamais lâché, et que vous vous êtes assise dans cette salle de conférence et avez exposé exactement ce que vous saviez, exactement ce que vous soupçonniez, et exactement ce dont vous aviez besoin. C'était l'une des plus belles choses que j'ai vues dans ce bureau en 35 ans de pratique. Je le regardai un instant. Arthur, dis-je, vous dites ça comme si c'était exceptionnel. Ça l'était, dit-il simplement. J'y pensais. Je pense, dis-je, que les gens comme Tiffany comptent sur des femmes comme moi pour ne pas croire cela d'elles-mêmes. Il hocha la tête. C'est exactement ce sur quoi il compte. Je signai le document. L'aveu formel est venu 6 semaines après le dépôt des accusations. Derek Hargrove a comparu devant un juge de la Cour supérieure d'Hartford un mardi matin et a plaidé coupable aux 4 accusations de l'État. Son avocat avait bien négocié. 28 mois dans un établissement correctionnel fédéral à sécurité minimale, remboursement intégral de mes frais de justice, aucune possibilité d'obtenir une licence de parajuriste dans aucun État à vie. Le chef d'accusation de fraude télégraphique fédérale a été réglé séparément, ajoutant une période de libération surveillée en plus de la peine d'État. Je n'étais pas dans la salle d'audience. J'avais décidé après mûre réflexion que je n'avais pas besoin de voir Derek Hargrove plaider coupable pour savoir que justice avait été rendue.
La justice n'exige pas un public. Elle exige simplement l'achèvement. Arthur m'a envoyé un SMS de 3 mots depuis l'extérieur du tribunal. Les 4 chefs d'accusation. J'étais à mon bureau de cuisine. J'ai posé le téléphone, regardé par la fenêtre l'érable. Le printemps était alors pleinement arrivé, les branches couvertes de petites feuilles nouvelles, ce vert particulier qui arrive chaque année et ressemble toujours exactement à une décision. Et je me suis laissé ressentir le poids total de ce qui venait de se résoudre. 18 mois d'un plan construit dans un silence prudent, conçu autour de ma confiance et de l'amour de mon fils, et de l'hypothèse raisonnable qu'une femme de 67 ans qui sourit au dîner ne peut pas prêter le bon type d'attention. 28 mois et une interdiction à vie et une facture pour chaque dollar que j'avais dépensé pour protéger ce qui était à moi. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon conseiller financier. Les 2 propriétés commerciales que j'observais depuis 3 ans, une à West Hartford, une à New Haven, étaient toujours disponibles. Les vendeurs avaient été patients. J'ai fait 2 offres avant 16 heures. Les 2 ont été acceptées le lendemain matin. Je ne célébrais pas exactement. Je continuais, ce qui a toujours été la même chose pour moi. La dernière pièce, celle à laquelle je pense le plus, est arrivée un samedi après-midi de fin avril, environ 8 semaines après la réunion de la salle de conférence. Je déjeunais avec Claudette, comme nous le faisons tous les mercredis, sauf que ce samedi particulier, elle avait invité 2 de ses anciens clercs de justice, qui étaient devenus de proches amis au fil des ans. Nous étions assises sur son porche arrière sous la première vraie chaleur du printemps, et l'une des femmes, une avocate de 43 ans nommée Patricia, directe, drôle et vive, m'a demandé de raconter l'histoire depuis le début. Alors, je l'ai fait. Je leur ai parlé du dîner de répétition, de l'enveloppe, de la voix de Tiffany traversant la table, de mon retour à la maison dans l'obscurité et de ma présence à mon bureau de cuisine jusqu'à 2 heures du matin avec un verre de vin et un bloc-notes, non pas en deuil, mais en train de réfléchir. D'appeler Arthur, du document sur la table à la lumière du matin, de chaque étape entre ce parking et la salle de conférence où Derek était resté silencieux pendant que son propre plan lui était relu en entier. Quand j'ai fini, le Porsche est resté silencieux un instant. Patricia me regarda et dit, « Vous avez ramassé l'enveloppe » ? « Oui, dis-je. »« C'est toute l'histoire, dit-elle. »« Là. Vous l'avez ramassée. » J'y ai réfléchi en rentrant chez moi. L'enveloppe sur le sol du restaurant. L'instinct, pas la rage, pas la fierté, quelque chose de plus durable que les 2. Se pencher, la ramasser et la sortir de cette pièce, ne pas la laisser là, ne pas les laisser la voir. Je n'ai jamais été une femme qui laissait derrière elle des choses qui m'appartenaient encore. Je crois que c'est ce que Tiffany Hargrove n'a jamais compris. Elle m'a regardé à travers une table de dîner de répétition et a vu quelqu'un qu'elle avait déjà catégorisé, plus âgée, plus douce qu'elle ne l'avait été autrefois, suffisamment impressionnée par une robe blanche et une future belle-fille qui souriait dans la bonne direction. Elle a vu une femme à gérer, pas une femme avec qui il fallait compter. Elle avait raison sur une chose. Je suis plus douce qu'avant. 30 ans d'affaires et 11 ans de chagrin arrondissent certains angles. J'ai plus de patience qu'avant. Je pardonne plus vite. Je laisse passer plus de choses. Mais je n'ai jamais de ma vie lâché quelque chose qui était à moi. Et je n'étais pas sur le point de commencer. Je veux vous demander une dernière chose avant de vous dire comment le reste s'est réglé. Et ensuite je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'engageait ? Avez-vous déjà dû rester silencieux sur quelque chose de difficile assez longtemps pour bien le gérer ? Dites-moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Je le pense. 6 mois après ce dîner de répétition, je me suis réveillé un mardi matin d'octobre et j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Tiffany Hargrove depuis 11 jours. J'ai remarqué l'absence comme on remarque qu'un son auquel on s'est habitué s'arrête enfin. Non pas avec soulagement exactement, juste avec la reconnaissance tranquille que quelque chose s'est terminé. J'ai fait mon café. Je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine. L'érable avait changé de couleur. Ce rouge ambre profond particulier qui ne dure qu'environ 10 jours avant que les feuilles ne tombent entièrement. Et la lumière du matin le frappait sous un angle qui donnait à tout le jardin l'impression que Richard aurait pointé du doigt en disant « Regarde ça, et les lanards. Regarde ça. » Je l'ai regardé longtemps. Puis je me suis assise, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai examiné les rapports de revenus locatifs de mes 2 nouvelles propriétés à West Hartford et New Haven. Les 2 performaient en avance sur les prévisions,
les deux gérés par une entreprise en qui j'avais confiance, les deux entièrement, légalement et en permanence miennes. Certains matins commencent exactement comme ils devraient. Derek Hargrove s'est présenté à l'établissement correctionnel fédéral à sécurité minimale de Danbury, Connecticut, le 14 septembre. Il avait 30 jours à partir du prononcé de la sentence pour se présenter lui-même, ce que son avocat avait négocié par courtoisie. J'ai appris cela d'Arthur lors d'un bref appel téléphonique factuel. Arthur ne fait pas de commentaires. Il a livré l'information comme il livre toutes les informations, clairement, complètement et sans drame. Je l'ai remercié. Nous avons discuté du bail de West Hartford. Nous avons raccroché. Je n'ai pas beaucoup pensé à Derek depuis. Je constate que les personnes qui passent leur temps à construire des stratagèmes élaborés pour prendre ce qui ne leur appartient pas occupent moins d'espace mental une fois le stratagème résolu que pendant celui-ci. Ils requièrent votre attention quand ils sont dangereux. Une fois qu'ils ne le sont plus, ils sont simplement la raison pour laquelle vous avez construit une meilleure structure de confiance. Tiffany a déménagé à Boston 4 mois après la fin des fiançailles. Je le sais parce que Brandon l'a mentionné une fois brièvement de la façon dont il mentionne les choses qu'il a entièrement traitées. Non pas avec une douleur résiduelle, juste avec la clarté neutre d'un fait qui n'a plus de poids. Il n'a pas été en contact avec elle. Il n'a pas l'intention de l'être. Il vient dîner le dimanche toutes les semaines maintenant sans exception, comme il le faisait avant tout cela. Il apporte du vin. Je cuisine. Nous nous asseyons dans la cuisine. Nous parlons pendant des heures. Le mois dernier, il a commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, une architecte paysagiste nommée Diane, calme et réfléchie, qui m'a posé 3 questions sur l'érable la première fois qu'elle est venue et a écouté les 3 réponses complètement avant de répondre. Je l'ai immédiatement appréciée, non pas parce qu'elle posait les bonnes questions, mais à cause de la façon dont elle écoutait. Je ne l'ai pas dit à Brandon. Certaines choses, une mère les garde discrètement. Ce que je veux vous dire, ce à quoi je pense le plus quand je repense à tout ce qui s'est passé entre ce parking et maintenant, c'est à propos de la lettre manuscrite que j'ai laissée devant Brandon à la table de conférence. Il m'a dit des semaines plus tard ce que cela lui avait fait. Il a dit qu'il l'avait lu dans cette salle de conférence après que tout le monde soit parti. Et puis il est resté seul longtemps dans le bâtiment d'Arthur avec les pages dans ses mains. Et ce qu'il a ressenti n'était pas de la honte, ou pas seulement de la honte, mais quelque chose qu'il a décrit comme une reconnaissance, comme si on lui avait tendu un miroir et qu'il pouvait enfin le regarder en face. Il a dit que ce qui lui était resté le plus à l'esprit, c'était un seul paragraphe vers la fin. Je l'ai écrit à 2 heures du matin un mardi au bureau que Richard avait construit, dans l'écriture que ma mère m'avait apprise, et je le pensais mot pour mot. Je lui ai dit, tu n'as pas été l'architecte de ce qui s'est passé. Mais tu as été une porte que quelqu'un a franchie parce que tu l'as laissé déverrouiller. Ce n'est pas un péché. C'est quelque chose que tu as appris. La question n'est jamais ce qui t'est arrivé. La question est ce que tu fais de la personne que tu es maintenant que tu sais. Il a ce paragraphe mémorisé. Il me l'a dit. C'est, je pense, la seule vraie résolution qui compte. Pas la condamnation de Derek, pas les documents fiduciaires, pas les 2 nouvelles propriétés ou le chèque annulé ou la SARL dissoute. Ce sont des résultats nécessaires, justes et correctement conclus. Mais mon fils assis à ma table de cuisine un dimanche soir, me parlant honnêtement, devenant quelqu'un de plus prudent et de plus lucide grâce à ce qu'il a survécu, c'est la chose que je n'échangerai pas. J'ai 67 ans. J'ai élevé un fils, enterré un mari, construit une entreprise, l'ai vendu et reconstruit ma vie financière 2 fois. J'ai signé des documents qui ont changé le cours de mon avenir et j'ai assisté à des audiences où la justice avançait à son rythme tranquille et j'ai été à des tombes sous la pluie de novembre et j'ai continué malgré tout. Non pas parce que je suis exceptionnel, mais parce que continuer est ce que vous faites lorsque vous savez clairement ce qui vous appartient et que vous n'êtes pas disposé à le laisser partir. Les gens me demandent parfois quand ils entendent des bribes de cette histoire, ce qu'ils font parce que Claudette n'est pas exactement discrète quand elle trouve quelque chose qui vaut la peine d'être raconté, si je changerais quoi que ce soit. Si je pouvais retourner à ce dîner de la fête des pères et voir ce que je sais maintenant, si je ferais quelque chose différemment. Et je dis toujours la même chose, je ne lui aurais pas accordé le bénéfice du doute aussi longtemps. Non pas parce que la suspicion est une vertu. Ce n'en est pas une, mais parce que j'ai appris cette dernière année la différence entre la générosité et l'aveuglement volontaire. La générosité accorde la bonne foi jusqu'à ce que les preuves suggèrent le contraire.
L'aveuglement volontaire prolonge la bonne foi au-delà du point où les preuves parlent déjà et où vous avez simplement décidé de ne pas les entendre. Je l'ai entendu à Noël. J'aurais dû agir plus tôt. Mais je me connais aussi assez bien pour savoir qu'agir plus tôt aurait pu me coûter le résultat le plus important de tous, la salle de conférence. Le regard sur le visage de Brandon quand le langage de ce document falsifié a été lu à haute voix et qu'il a entièrement compris ce qui avait été construit autour de lui. Si j'avais confronté Tiffany à Noël, j'aurais eu une scène et aucune preuve. J'aurais été la belle-mère difficile. Brandon l'aurait choisi. Parfois, le bon moment exige plus de patience qu'il n'est confortable. C'est peut-être la chose la plus utile que je puisse vous dire. Je veux dire une dernière chose avant de partir. Si vous regardez ceci et que vous êtes une femme d'un certain âge, mon âge ou proche, et que quelqu'un dans votre vie vous traite comme si vos meilleurs jours de clarté et de capacité étaient derrière vous, je veux que vous entendiez ceci directement. Ils ont tort. Les années ne vous diminuent pas. Elles vous équipent. Chaque contrat que j'ai négocié, chaque décision difficile que j'ai prise seule à une table de cuisine, chaque fois que j'ai continué quand continuer était le choix le plus difficile, tout cela était une préparation pour le moment où j'en avais le plus besoin. Je ne le savais pas à l'époque. On le sait rarement. Mais c'était là dans mes mains quand j'ai eu besoin de l'atteindre. Prenez l'enveloppe. Quelle que soit votre enveloppe, prenez-la. Sortez-la de la pièce. Ne la laissez pas par terre pour que quelqu'un d'autre décide de sa valeur. Vous savez déjà ce qu'elle vaut. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelque chose que vous avez vécu ou quelque chose que vous êtes en train de vivre en ce moment, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Je le pense. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui, s'il vous plaît, partagez-le avec eux. Vous ne savez jamais qui est assis dans un parking en ce moment, tenant quelque chose de précieux et essayant de savoir quoi faire ensuite. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et je vous verrai dans la prochaine.